Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un nouveau foyer de tension qui plonge le Cameroun dans la stupeur et la consternation. Bangoura, théâtre des attaques contre les populations, des pillages et destruction des maisons d'habitation. Vous suivrez dans ce journal comment cette folie meurtrière est attribuée aux terroristes selon le gouvernement, mais les experts redoutent une escalade de violence qui met en mal la cohésion entre communautés dans cet arrondissement situé qui est voisin au village des régions du Nord-Ouest en proie à la crise anglophone. Alors que l'Afrique centrale, sous assistance du FMI, peine à sortir d'une grave crise économique, l'Afrique de l'Ouest, quant à elle, dessine déjà sa nouvelle monnaie unique et les contours d'un nouveau système monétaire et financier. Comment expliquer cette accélération de la mise en œuvre d'un nouveau système monétaire en Afrique de l'Ouest, pendant qu'en Afrique centrale, les populations croupissent encore dans le sous-développement? Analyse et décryptage dans le chapitre économie du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'arrondissement de Bangoura, situé dans le département du Noun, peine à se remettre de cette folie meurtrière vécue en plein week-end de Noël. Une centaine de maisons d'habitation saccagées, détruites et pillées. Des populations qui ont fait les frais d'une attaque menée par des assaillants armés. Le bilan est lourd, un mort et de nombreux blessés graves. Une population plongée dans la psychose. On fait le point avec Mama Soufor, Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Des habitants de Bangoura, encore sous le choc de la plus grosse frayeur de leur vie. Après le passage d'une cinquantaine d'assaillants armés qui ont mis à feu et à sang tout un village de près de 40 000 âmes, comme le témoigne notre reporter Mama Soufor. C'est en ces lieux Bangourène que tout a commencé autour d'1h30. Derrière moi, un véhicule brûlé par... Ayant fui leur domicile dans la nuit du 22 au 23 décembre courant, quelques familles rentrent chez elles. Voici ce qui reste de leur maison. Ces victimes racontent des actes d'horreur qu'elles ont vus et subis durant des heures cette nuit-là. De 1h à la nuit, j'ai entendu le mot de fusil. Je me suis levé. J'ai ouvert la porte. C'était tellement chauffé dehors. Ils ont venu casser tant que je suis déjà debout. Ils m'ont dit de donner le téléphone. Moi, je l'ai rendu. Mon tout cœur m'a dit de fuir. J'ai pensé que de fuir, comment laisser la femme, les filles et les enfants. Je restais. On a fait ça. On m'a mis ici avant de brûler la maison. They first of all shot a gun outside. When I was about getting up, I heard them coming towards the door. I just get up now with all my children. Then they asked me to come and show my father. I went in with them. Then they came and took my father, went with him outside, take the fuel, spray on the house and burn everything. Dans cet assaut mortel, le commando incendie aussi des véhicules, tirant surtout à balles réelles. Des douilles à cartouches jonchent le sol un peu partout. Bangoura a presque perdu la voix devant l'ampleur des dégâts. Je ne sais pas comment vous dire. La nuit, les gens m'ont toqué la porte jusqu'à appeler même mon nom. Je suis obligé de me lever au lit. J'ouvre maintenant la porte. Le gars me demande la clé du véhicule. Ils ont maintenant amené les bidons d'essence, brûlé la voiture. Et c'est tout ce que je vis dans ça avec ma famille. Je suis maintenant sur place. Je n'ai pas ma famille à côté de moi. Je ne sais même pas là où ils sont fouillés pour aller. Et c'est dans ça ma vie. C'est ça ma vie. Là où se trouve la voiture, là, ma vie est foutue. My father lost all his documents, all our birth certificate. In fact, many things have been burned all because all our report. Then my junior report card, birth certificate, was all with my father. So they have burned all. Nothing is left. Dans leur fuite, ces assaillants, présentés comme de présumés séparatistes anglophones, prennent en otage une dizaine de personnes. Les 2 heures que les gens là nous ont surpris. Et tout le monde était endormi. Bon, ils ont pris les papas, les mamans, les enfants. Ils sont partis avec eux.
Et quand ils arrivaient dans la maison, ils faisaient sortir tout le monde. Ils ramassaient d'autres choses, ils partaient aussi avec, ils brûlent tout. Ils entrent maison par maison, maison par maison. Donc si quelqu'un vous dit qu'il a vu quand même le visage de quelqu'un, c'est que vraiment, c'est que celui-là. Relâchée, l'une d'elles raconte leur calvaire. On nous a pris, on nous a laissé jusqu'à la frontière, à Bangoula. On marchait à pied en courant avec les enfants en main. J'avais 3 enfants, mes femmes aussi. Là, nous, on nous dit qu'ils vont encore revenir. Voilà pourquoi les enfants ont tout fui. On ne reste que, on a dormi ici les garçons. Aucune femme n'est pas parmi nous. Selon notre reporter Mama Soufone, qui a fait le tour de ce village, le premier bilan fait état d'une centaine de maisons saccagées, des récoltes réduites en cendres, une dizaine de voitures carbonisées, plusieurs blessés, une personne décédée lors des affrontements entre assaillants et membres du comité de vigilance, jusque-là circonscrit aux 2 régions anglophones. Le conflit armé se déporte désormais en zone francophone. C'est la 3e attaque en quelques mois sur Bangourin, village limitrophe à la localité de Bangolan dans le nord-ouest. Après leurs exactions à Bangourin dans la région de l'ouest, les assaillants jusqu'ici non identifiés ont regagné le nord-ouest avec à leur trousse les forces de défense, prêtes à tout pour les mettre hors d'état de nuire et sécuriser la population de Bangourin. Et à la suite de ces exactions survenues dans l'arrondissement de Bangoran, des maires, députés et militants de l'UDC sont allés prendre et mesurer l'ampleur des dégâts sur les lieux. La délégation que conduisait l'honorable Patricia Tomaino Ndamjoya a fait le tour des familles sinistrées, promettant de tout mettre en œuvre pour interpeller le gouvernement à prendre des positions et des mesures sécuritaires en vue de rassurer les populations de Bangoran. Après un recueillement sur la tombe d'un habitant tué durant cette attaque, la famille politique de l'UDC a apporté une aide substantielle aux sinistrés. Et à ce propos, je vous invite à suivre l'honorable députée Patricia Tomaino Ndamjoya, députée UDC. Elle s'exprime au micro de notre reporter et correspondant Mama Soufar. On est là pour marquer notre attachement aux valeurs de la paix. Parce que nous, on a toujours voulu un Cameroun pacifique. Et on sait que s'il n'y a pas de paix, les populations ne peuvent pas vaquer normalement à leurs activités. Nous venons voir ce qui s'est passé. Nous sommes désolés. Nous vous prions d'accepter notre compassion. Et nous allons aussi nous adresser à l'État, parce que l'État du Cameroun est un État organisé. Et nous savons qu'ils ont des responsabilités vis-à-vis de nos populations. Et nous avons dit qu'il fallait apporter aussi un peu de cadeaux aux enfants d'ici. Malgré le fait qu'ils sont traumatisés, qu'ils n'oublient pas que la vie continue et que nous sommes là. Nous sommes tous là. Les parents sont partis. On ne va pas partir parce que nous allons nous organiser pour que cela n'arrive plus. Et le gouvernement a réagi après cette attaque perpétrée à Bangoran dans le département du Noun. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, pointe un doigt accusateur sur des terroristes partis de la région du Nord-Ouest. Le ministre est allé reconforter les populations victimes de cette attaque survenue le week-end dernier. Au nom du chef de l'État, Paul Atangadi a remis du matériel de couchage et des produits de première nécessité. Il a promis la détermination du gouvernement et des forces de sécurité pour traquer les auteurs de cette attaque et les traduire devant la justice. Cependant, des experts des questions de sécurité sont moins affirmatifs sur l'identité des auteurs de cette attaque à la lumière des premiers éléments d'enquête et en l'absence de revendications officielles. Ils redoutent la détérioration du vivre ensemble entre les différentes communautés installées à la fois dans le département du Noun, mais aussi dans ce village limitrophe situé du côté de la région du Nord-Ouest. Explication avec Joël Essengue et Ike Cyril. Le village Bangourin, dans le département du Noun, région de l'Ouest, n'est plus que l'ombre de lui-même au lendemain de l'attaque qu'il vient de subir. Sur l'identité des assaillants, des questions se posent. Mais pour Joseph Leyangoula, analyste politique et sécuritaire, l'attaque n'ayant pas été revendiquée, il est difficile pour l'instant de l'attribuer aux séparatistes venus du Nord-Ouest. Tel événement n'a fait l'objet d'aucune revendication sur les plateformes officielles du mouvement séparatiste
encore moins de la part des membres de l'état-major, à dehors de Tapan Aivo qui a juste relayé la vidéo sans aucun autre commentaire. Ce qui rend effectivement difficile toute explication et qui contraste avec les usages des Ambazoniens qui ont l'habitude effectivement, pour des actions d'ampleur, 2 jours après, de revendiquer la paternité. Donc leur silence autour de cet événement, bien entendu, suscite des interrogations et font planer effectivement beaucoup d'ombre sur cet événement. L'analyste précise que si d'aventure il s'agissait de groupes séparatistes du Nord-Ouest, quelques événements survenus ces derniers temps pourraient permettre de comprendre cette réaction. On serait tenté d'interpréter cet événement comme une riposte des forces séparatistes aux revers militaires qu'ils ont essuyés depuis quelques jours sur le terrain. Les revers militaires qui se sont traduits notamment par la mort d'une des personnes considérées aujourd'hui comme une icône de la résistance anglophone, qui est le général Aivo. On aurait également considéré de tels événements comme des réactions de mécontentement face à l'action du chef de l'État qui a effectivement arrêté les poursuites judiciaires contre une partie des détenus anglophones en laissant et en épargnant effectivement les leaders qui restent toujours emprisonnés aujourd'hui. On aurait pu encore interpréter cela comme une manœuvre des forces séparatistes visant à démontrer que malgré les revers militaires qu'ils essuient sur le terrain, ils conservent leur capacité de nuisance et même leur capacité de projection à l'extérieur du territoire séparatiste. Plus d'une quarantaine de maisons ont été brûlées, laissant des populations désormais sans abri. Mais faute de revendications officielles, l'analyste politique et sécuritaire conseille de fouiller dans des conflits interethniques pour établir l'origine et l'identité des assaillants. Il se trouve que dans la localité de Bangoran, qui se trouve dans le département du Noun, il y a des comités de vigilance anti-ambazoniens qui se sont constitués, notamment pour contenir les incursions des Ambazoniens en territoire Bamoun, qui est un territoire effectivement appartenant aux régions francophones du Cameroun. Et donc ces populations constituées en comité de vigilance auraient entre autres menacé une partie des populations bangoulins qui se trouvent de l'autre côté, notamment dans le département du Nord-Ouest, donc en région anglophone, auraient perturbé même les transactions commerciales entre ces populations du Nord-Ouest et les populations des régions anglophones. Et donc en représailles, les éléments séparatistes auraient effectivement décidé de commettre de tels actes. Joseph Léangoula, qui s'interroge également sur l'origine des armes utilisées par les comités de vigilance, affirme que l'association des communautés à la réponse sécuritaire pourrait transformer un conflit séparatiste en un conflit intercommunautaire, avec des civils qui paieront le plus lourd tribut. Autre scène d'émeute, cette fois-ci, c'est dans le département de l'Océan, là où des conducteurs de mototaxi ont bloqué l'accès à la circulation pour manifester leur mécontentement. Le préfet de l'Océan, descendu sur le lieu pour tenter d'apaiser les tensions, a reçu un projectile. Le récit des faits avec Joseph Abena Bena. Ce ne sont pas les feux d'artifice en cette nuit du 26 décembre à Kribi. C'est à balles réelles que les gendarmes et policiers ont réussi à disperser les foules et libérer le pont de la Kienke, retenu en otage par les conducteurs de moto-taxi en colère, malgré la médiation pacifique du préfet de l'Océan. Antoine Bissaga n'échappera pas finalement aux projectiles de cette cohorte en furie. Le préfet sera aussitôt conduit à l'hôpital de Kribi. Je savais qu'ils avaient déjà fermé le pont sur la Kienke et il fallait que j'aille avec les forces pour libérer ce pont parce que les gens étaient déjà en très mauvaise posture de l'autre côté du pont. Personne ne pouvait plus traverser. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire. On était presque vers la fin. Quand j'ai entendu justement un coup sur la tête, je ne sais pas de quoi il s'agit, bon, d'autres disent que c'est une bouteille, d'autres disent que c'est un caillou de toutes les façons, et j'ai vu le sang jaillir, immédiatement j'ai été conduit à l'hôpital. Ici à l'hôpital, on rassure sur l'état de santé du patron du département. Lorsque nous avons évalué, il avait un bon état général. Il n'avait pas le moindre problème, la fonction hémodynamique était stable. Il avait uniquement une plaie du scalp qui faisait dans les 4 cm. On a donc fait les soins de cou, on a suturé, on a fait 2 ou 3 points.
On y a adjoint bien évidemment cylindre anti-tétanique, antalgique, et puis de quoi lui permettre de dormir un peu. Et je pense qu'au sortir de la radio qu'on a fait par la suite, il n'y a aucune lésion osseuse, il n'y a pas d'autre problème. Il n'y a aucune raison de craindre pour ça. L'affaire commence par une balle d'un gendarme sur un Ben Skinner à la barrière d'un Pangou. Celui-ci voulait déjouer le contrôle mixte, lui aussi interné ici à l'hôpital de district. Quand on est arrivé au niveau de la barrière, je suis garé la moto, je suis allé gérer la barrière, 500 francs. Ils m'ont demandé de passer. Je suis passé pour aller laisser la fille à Sokapa Marawishma. En rentrant, j'ai rentré seul. Quand je suis arrivé au niveau de Niège, j'ai traversé l'entrée du Niège. Avant presque 2 mètres avant 2 mètres de la barrière. C'est là où le client me stoppe. Derrière, je tourne. Quand je suis tourné alors, quand je suis tourné alors pour pouvoir porter le client, c'est là où j'ai entendu comment les gens me disent que fuyez, fuyez, fuyez. C'est là où j'ai démarré la moto en train d'accélérer. C'est là où quand je traverse l'entrée du Niège, j'entends comment la balle prend mon pied. Je suis allé garer. Le gendarme est venu me brutaliser, me déchirer les habits que non. J'ai volé la moto, je suis en train de fuir. Cette situation a plutôt conduit à une vive tension dans la ville et à des interpellations de plusieurs conducteurs de moto-taxi dont le secteur d'activité est un véritable capharnaüm. Dans le reste de l'actualité, nous sommes à 1 an de la fin de la mise en œuvre des programmes des réformes économiques sous-régionales et l'Afrique centrale tarde à respecter ses engagements en matière de réforme pour sortir d'une grave crise économique. Le constat du président de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Onaondo, a présidé la 6e session ordinaire du comité de pilotage du PREF-CEMAC. Il a interpellé la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville qui tardent à signer ce programme de redressement économique avec le FMI. Des précisions avec Emmanuel Diop et Ike Cyril. 2 mois après le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC en N'Djamena au Tchad, les membres du comité de pilotage du PREF-CEMAC sont en conclave à Yaoundé, au Cameroun. Les débats portent entre autres sur les réformes décidées par les chefs d'État pour booster la croissance dans la sous-région. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Le PREF-CEMAC déplore la lenteur observée dans la mise en œuvre des réformes, toute chose qui fragilise les économies de la sous-région, du fait notamment de la faiblesse du franc CFA. Le constat qui est fait aujourd'hui est que les réponses décidées par les chefs d'État se caractérisent par une performance en deçà des attentes. Au regard des résultats du PREF-CEMAC, nous ne pouvons pas nous satisfaire du niveau de réalisation des mesures à 1 an à la fin des programmes avec le Fonds monétaire international dans les 4 pays qui les ont signés. Le taux de couverture de notre monnaie serait sans doute plus appréciable si l'ensemble des États, comme s'y étaient engagés, avaient de manière solidaire et concertée adopté des programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international. S'il salue les mesures correctives prises par les institutions communautaires qui ont permis d'améliorer le niveau des réserves de change, le PREF-CEMAC note cependant que plusieurs obstacles empêchent encore d'aboutir à une croissance durable en Afrique centrale. Le taux de croissance projeté sera d'abord de 1,7 pour 2018 et de 2,9 pour 2019. Mais quel est le problème? Il ne faudrait pas qu'après ce taux de croissance positif, nous retombions dans les situations antérieures. Et pour ne pas le faire, il faut donc lever les obstacles à une croissance durable en exécutant les mesures prises au niveau des politiques économiques, poursuivre les mesures prises au niveau de la rationalisation des dépenses publiques, poursuivre les mesures prises au niveau, n'est-ce pas, de la politique monétaire. Il faut qu'on trouve le moyen de régler la question du rapatriement de nos ressources. Il faut que sérieusement on élargisse la base de l'impôt pour avoir des ressources qui ne soient pas que des ressources pétrolières. De manière concrète, pour le PREF-CEMAC, les économies de la sous-région sont encore extraverties.
alors que les pays de la zone CEMAC disposent d'un sol et d'un sous-sol riches à même de booster leur croissance. Il n'est pas normal que nous dépensions tant dans certains pays pour acheter de la viande de l'Argentine, alors que cette viande se trouve au Cameroun et qu'elle se trouve au Tchad. C'est de ça que nous avons parlé. Il n'est pas normal que chacun d'entre nous cherche à produire le sucre, alors que nous pouvons mutualiser des efforts et produire à grande échelle. Il n'est pas normal que des pays qui produisent du bois s'en trouvent à dépenser des millions pour importer des meubles en bois, alors qu'ils pourraient les développer sur place. Ça ferait moins de corruption, ça ferait la rationalisation des dépenses, ça ferait que le budget d'investissement et les bons de commande seraient utilisés maintenant pour financer la fabrication locale et créer de la valeur ajoutée. La 6e session ordinaire du comité de pilotage du PREF-CEMAC, tenue à Yaoundé, a identifié les points faibles, mais surtout les défis à relever pour que la croissance soit plus inclusive dans la sous-région. Et parmi les défis à relever, il y a la mise en place d'une bourse sous-régionale. L'initiative bute devant le plan de restructuration des marchés financiers à la fois à Libreville et à Douala. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter le secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, le professeur Michel Cyr Dienya Wembou, qui fait le point sur la mise en œuvre d'une seule bourse sous-régionale en Afrique centrale. Nous avons eu un petit glissement de novembre à décembre. C'est la première fois dans notre région que les chefs d'État prennent une décision et que la mise en œuvre, l'année d'après, elle sera mise en œuvre. Il y avait 2 étapes. La première étape, c'est la fusion physique. Celle-ci aura lieu en décembre et on vous invitera à venir constater. Mais maintenant, la fusion ne suffit pas. Il faut que la nouvelle institution, la nouvelle bourse, le nouveau régulateur, que ces institutions soient mises au standard et aux normes internationales. Et ceci, ce sera autour de mars-avril de la prochaine année. Donc les 2 étapes, la première étape va être franchie, ce sera dans quelques temps. Il restera la 2e étape et ce sera d'ici le premier trimestre de l'année 2019. Alors que l'Afrique centrale, placée sous assistance du FMI, peine à sortir d'une grave crise économique, l'Afrique de l'Ouest, quant à elle, dessine déjà une nouvelle monnaie unique et une nouvelle banque centrale pour constituer l'ossature d'un nouveau système monétaire et financier indispensable pour l'accélération de la croissance économique dans la zone CEDEAO. C'est l'une des résolutions prises lors du dernier sommet ordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. Au sortir de cette 54e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, un groupe de travail est annoncé pour travailler à proposer un nom et un signe à la future monnaie commune. D'après le communiqué final des assises tenues à Abuja au Nigeria, les chefs d'État ont arrêté les caractéristiques graphiques globales de la monnaie en projet. L'ambition n'est pas nouvelle au sein de la CEDEAO. Elle date des années 1980, mais a été relancée dans les années 2000. La monnaie est une donnée essentielle aujourd'hui. C'est un outil, en plus, c'est un outil de souveraineté économique. Parce qu'un pays qui décide de fixer du niveau de salaire, du niveau des revenus, il tient compte de sa monnaie et c'est grâce à ça qu'il peut relancer l'économie ou au contraire qu'il va écraser les activités économiques. Mais le projet de la CEDEAO est-il viable? Non, répondent certains économistes qui se fondent sur la trop forte divergence entre les 15 économies qui composent l'Afrique de l'Ouest. 29 pays européens ont la même monnaie. Mais voyez l'état de la Grèce. La Grèce est surendettée. Aujourd'hui, on demande à la Grèce de vendre ses aéroports, ses ports, c'est-à-dire de vendre son pays en quelque sorte. Or, avec la même monnaie, l'Allemagne est très avancée par rapport à la Grèce. La France est au-dessus de l'Irlande ou de l'Italie. Donc la monnaie ne permettra, une monnaie commune ne peut pas permettre à des pays dont les économies ne sont pas de même niveau à rattraper le même niveau. La convergence est un critère important, certes, mais c'est un objectif et non une condition, défend un autre courant d'experts qui soutiennent que les 15 économies peuvent se rapprocher au fur et à mesure après la création de la monnaie. À Abuja ce week-end, les chefs d'État ont par ailleurs instruit de finaliser les études d'impact
et de soumettre les propositions d'ici 2019, mais aussi d'accélérer les études sur le modèle de la future banque centrale. La CEDEAO, c'est 8 monnaies au total, dont le franc CFA et 7 monnaies nationales. Revenons au Cameroun pour évoquer la qualité d'accueil des patients qui reste l'un des tendons d'Achille à l'hôpital Akintini de Douala. Le ministre de la Santé publique a exhorté le personnel médico-sanitaire à s'engager dans l'amélioration de la prise en charge médicale des patients, mais aussi améliorer l'accès aux services de consultation. Des précisions avec Flavien Valondongo dans ce reportage. Hôpital Akintini de Douala. Le personnel infirmier et aide-soignant qui travaillent ici ne cesse de susciter des réactions à cause de leur comportement impropre à l'éthique. Un peu d'agressivité, beaucoup d'impolitesse. L'infirmière doit savoir lui dire que non, vraiment, si vous êtes venu à l'hôpital, ça veut dire qu'on va vous sauver de quelque chose. Ce n'est vraiment pas le cas. Pour le moment, côté infirmière, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. La patiente qui dévoile les mauvais comportements de ces deux catégories de personnel ne semble pas être seule à se plaindre. En présidant la fête annuelle de cette institution hospitalière, André Mamafouda en a fait le constat, non sans interpeller les travailleurs à tout faire pour laisser prospérer l'émergence déjà perceptible à l'hôpital Akintini de Douala. Avec l'année 2019, que chacun de vous continue à faire mieux que cette année 2018, parce que vous êtes tous engagés pour démontrer votre engagement au service du professionnalisme et de l'innovation qui sont des valeurs chères à votre hôpital. L'hôpital, en cette année qui s'achève, a enregistré un peu plus de 43 000 consultations, environ 10 000 patients en urgence et près de 880 naissances vivantes. Des chiffres qui encouragent le membre du gouvernement et, après avoir visité certains services rénovés, à accorder des soutiens à la formation sanitaire afin de booster la qualité des services. Nous avons également constaté que les efforts antérieurs ont permis à ce qu'on puisse rénover la néonatologie. Et j'ai trouvé là des bébés qui semblent fragiles mais qui sont bien pris en charge. Nous travaillons également pour que il y a un deuxième centre d'hémodialyse à Douala, après celui de l'hôpital général. On est engagé dans un programme pluriannuel de l'ordre de 600 millions de francs qui va concerner certaines zones très très sensibles. Je les encourage toujours à faire mieux pour que l'hôpital Akintini soit toujours en symbiose avec les patients de Douala. Lors de la cérémonie, le personnel ayant atteint l'âge limite du départ à la retraite a bénéficié de quelques présents pour services rendus. C'est un ouf de soulagement après 5 années de traversée du désert des artistes musiciens qui passent à la caisse depuis ce matin à Yaoundé, une répartition spéciale disponible. Mais cela suffit-il pour normaliser le droit d'auteur musical au Cameroun? Élément de réponse avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. À peine les guichets ont-ils été ouverts au public que les artistes musiciens ont pris d'assaut l'espace dédié au paiement de la répartition spéciale. Comme s'il n'y avait pas de temps à perdre, tous ont voulu passer à la caisse dès le début de l'opération. Vous allez à la Sonacam vérifier votre nom sur la liste. Si votre nom est sur la liste, vous venez donc à la banque, vous faites une photocopie de votre carte d'identité, vous signez 3 fois et vous allez au guichet là où il y a les administrateurs qui vous délivrent le feuillet. Et avec le feuillet, vous passez directement à la caisse pour percevoir votre argent. Au bout du processus, qui prend juste quelques minutes, les bénéficiaires peuvent enfin passer à la caisse et exprimer leur satisfaction après plusieurs années de disette. Toute chose a un début, c'est bon. Je n'ai pas de problème avec les gens, mais je veux que l'artiste vive de son argent. Si on peut déjà commencer à nous donner, c'est déjà l'essentiel. C'est un bon départ. Vous n'arrivez pas ici comme si on est des petits malheureux qui sont contents, qu'on leur a fait ceci. Mais écoutez, je voudrais que toutes les autres personnes morales et physiques s'acquittent de leurs droits, comme avec les impôts. Satisfaction certes, mais une attente légitime. Celle de voir la situation du droit d'auteur se normaliser, afin que chacun mange à la sueur de son front, au lieu d'attendre une hypothétique manne tombée du ciel. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je vais toucher un montant symbolique, alors que mes œuvres sont utilisées 2000 fois par jour au poste national. Je ne suis pas égoïste, c'est bien, mais vivement que les choses rentrent dans l'ordre
et qu'on ait des vraies répartitions en fonction de l'exploitation de l'œuvre de chaque artiste. Pour cette répartition spéciale, ce sont les artistes musiciens ressortissants du centre, du sud et de l'est qui ont ouvert le bal. Les autres régions suivront dès le jeudi 27 décembre afin de satisfaire tout le monde. Après plusieurs années de bataille et de division qui ont privé les acteurs de l'art musical de la jouissance de leurs droits, beaucoup veulent croire qu'il s'agit de l'hirondelle qui annonce le printemps. Et selon la radio publique, des artistes musiciens n'ont pas obtenu la répartition spéciale à Douala. Dans un guichet mis à leur disposition dans une banque de la place, il leur a été demandé de revenir demain, jeudi, pour pouvoir bénéficier de la répartition spéciale, ce qui a suscité quelques grincements de dents ce jour à Douala. Et dans l'escale internationale, c'est un nouveau rebondissement au Congo, Kinshasa. Les élections régionales à nouveau repoussées jusqu'au mois de mars 2019 dans certaines localités en proie à des tensions, mais aussi en évoquant l'épidémie du virus Ebola selon la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui a quand même tenu à présenter aux observateurs électoraux et aux journalistes ce mercredi le matériel électoral qui va servir pour la prochaine élection présidentielle prévue le 30 décembre prochain. Pendant ce temps, la communauté africaine est très inquiète de la situation socio-politique au Congo-Kinshasa. Une réunion s'est tenue à cet effet à Brazzaville autour du président Denis Sassou Nguesso. Des différents chefs d'État de la région des Grands Lacs y étaient présents, sauf le président sortant qui n'est plus candidat à sa propre succession, Joseph Kabila, absent de ce sommet concernant la situation politique en RDC, un sommet qui se tient à Brazzaville, en République populaire du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Attaque de Bangourène pour Paul Atangandi, ce sont des terroristes partis de la région du Nord-Ouest qui sont les auteurs. Le ministre de l'administration territoriale s'est rendu dans cet arrondissement pour reconforter les populations victimes et pour leur promettre que la détermination des forces de sécurité du gouvernement sera sans faille pour traquer à la fois ceux qu'ils considèrent comme des terroristes, auteurs de cette attaque survenue à Bangoura, mais aussi les traduire devant la justice. Il a apporté, au-delà du réconfort moral de la part du chef de l'État, du matériel couchant et des vivres et denrées alimentaires afin de soutenir et d'apporter assistance à ces populations victimes d'une attaque survenue il y a quelques jours. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir.